va. Faire éteindre de table, de toute façon, on est obligé de donner nickel. Ça m'emmerderait parce que ça m'emmerderait qu'il achète un mieux. Parce que c'est qui m'a dit qu'il y avait du Fonctionnement de votre truc. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux nous rejoindre et sans doute d'être aussi très nombreux à nous regarder sur YouTube puisque c'est une table ronde qui est diffusée en direct sur YouTube pour qu'il y ait un public nombreux qui puisse nous suivre sur ces travaux. Donc, je me présente, ça sera le plus simple déjà. Donc, je m'appelle Éric Barrault. Je suis chargé par le Crédit Agricole Alpes-Provence de l'animation de la signature que va vous expliquer Franck Alexandre, vice-président du Crédit Agricole Alpes-Provence, donc de la signature Terroir passionnément qui nous réunit aujourd'hui parce que le Crédit Agricole, à l'occasion de ce salon sur l'agriculture méditerranéenne, le premier, a voulu, même si c'est rapide parce que c'est dans le cadre du salon et qu'on n'a pas énormément de temps, mais a voulu quand même ouvrir une fenêtre sur les enjeux des terroirs et des signes officiels de qualité pour l'agriculture méditerranéenne. Et donc on a rassemblé un panel de compétences, je vais dire, et d'expériences, voilà, pour témoigner à la fois de ce que sont ces signes officiels de qualité, de ce qu'est le terroir, et puis pour montrer comment le Crédit Agricole Alpes-Provence, à travers la signature donc Terroir passionnément qui a été lancée il y a un peu moins de 2 ans maintenant, essaye d'appuyer ces dynamiques de territoire et de terroir, voilà, et d'apporter à la fois la force de son réseau, la force de son financement, la force de son expertise pour appuyer ces démarches. Voilà, alors comme on n'a pas beaucoup de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais juste donc vous présenter les compétences autour de la table qui vont pouvoir témoigner. Et je vais démarrer par la personne qui nous vient du lieu le plus loin, voilà, qui est Madame Valérie Keller, même si ce n'est pas très loin. Madame Keller est donc directrice adjointe de la délégation territoriale de l'Institut national des appellations d'origine et de la qualité, voilà, et est basée à Valence. Donc elle est venue pour nous spécialement de Valence. Tous les autres personnes qui sont autour de moi sont tous, j'allais dire, des régionaux de l'étape et en sortant, ils voient leur terroir presque des yeux. Donc ils sont du pays, comme on dit, à commencer donc par Monsieur Nalès, voilà, qui est membre de l'INAO et président de la commission sur l'agriculture biologique, notamment. Mais je crois qu'il est largement connu sur le territoire ici, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Idem pour M. Franck Alexandre, donc lui il est descendu de Gigondas, hein, de sa vigne. Il a fini les vendanges, hein, je vous rassure, donc il est plus détendu. Voilà, et vice-président surtout là aujourd'hui donc de Crédit Agricole Alpes-Provence. Madame Lambertin, très connue aussi aujourd'hui, alors qui va témoigner plus avec aujourd'hui sa casquette donc de délégué de la commune de Venasque au syndicat mixte du Mont Ventoux, d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, dont M. Hiller, le directeur également, nous a rejoint et qui le syndicat a bénéficié justement de l'appui du terroir passionnément et vous pourrez donc nous expliquer ça. Voilà. Franck, je te laisse un peu la parole, voilà, pour ouvrir officiellement cette table ronde et peut-être nous expliquer Terroir passionnément, ce que vous avez voulu faire avec ce terroir. Merci Eric et bonjour à toutes et à tous et heureux de vous voir si nombreux autour de cette tribune. Simplement vous dire que le Crédit Agricole Alpes-Provence qui organise cette table ronde donc est d'abord la première banque de la région, donc il faut le signaler, hein, donc avec un ADN très agricole, donc je le disais, et donc ce sont nos origines. Et aujourd'hui, à la fois économiquement et pour, j'allais dire, être présent sur l'ensemble de nos territoires ruraux, eh bien, c'était important que le Crédit Agricole s'investisse derrière ces signes de qualité et par ces signes de qualité. Et à ce titre-là, j'ai quelques expériences puisque en viticulture, en ayant été 10 ans président de l'AOC Gigondas et des crus de la vallée du Rhône, je peux vous dire que c'est des signes qui nous ont apporté énormément dans la viticulture. Et si aujourd'hui cette vallée du Rhône est aussi connue et aussi protégée également, eh bien, elle le doit à ces signes de qualité. Donc il y a une partie qualitative, mise en avant des terroirs. Ces terroirs, eh bien, c'est également du tourisme, hein, parce que lorsqu'on garde les agriculteurs sur nos territoires, eh bien, ils entretiennent, je le dis, gratuitement, hein, pour les collectivités, gratuitement ces paysages. Et si nous avons beaucoup de tourisme et d'économie dans notre département, le tourisme étant la deuxième pour le Vaucluse, je vais après sur la région, je pense que c'est un petit peu différent dans les Bouches-du-Rhône, mais pour le Vaucluse, le tourisme et l'agriculture sont quand même les deux économies majeures, ce que je disais au préfet hier au soir.
Donc voilà pourquoi nous avons ces compétences ici autour de cette table. Alors des compétences plutôt nationales, donc de mon côté droit, alors ne voyez pas d'allusion politique en cela, hein, mais voilà, avec une très belle expérience, donc Olivier qui est à la fois un ami, mais qui a, j'allais dire, prouvé par ses engagements nationaux, à la fois sur l'huile d'olive, mais bien avant sur le vin, ses compétences en la matière. Et donc, madame, au niveau de la technique, hein, j'allais dire, l'INAO, que je connais très très bien, qui est un organisme de tutelle, notamment de notre viticulture. Et ensuite, à ma gauche, donc, on ira sur des exemples de ce que l'on peut faire avec Terroir Passionnément et le Ventoux. Et concrètement, et donc je remercie Georgia, avec qui on a fait un long parcours syndical et professionnel au niveau de la Chambre d'agriculture et d'autres organismes, et puis le directeur donc, du syndicat mixte qui nous dira ce que le Crédit Agricole par Terroir Passionnément, ce beau partenariat peut leur apporter également de leur côté. Voilà. Merci beaucoup Franck. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, donc nous avons demandé à Madame Valérie Keller. Voilà, on parle beaucoup de terroir avec Terroir Passionnément, on parle beaucoup de signes officiels de qualité. On a souhaité que rapidement, là encore, Madame Keller puisse nous faire, je vais dire, une petite cartographie donc, du terroir et des signes officiels de qualité en Provence-Alpes-Côte d'Azur particulièrement. Voilà, pour qu'on puisse mesurer un peu ce que c'est que ces terroirs, la force des produits, des signes officiels de qualité. Voilà, et qu'est-ce que ça représente dans l'économie locale? Est-ce que c'est quelque chose d'important? On l'imagine, mais voilà, si vous pouvez nous dresser un petit bilan, je crois que ça fera une belle ouverture pour notre table ronde. Allez-y, Madame Keller. Donc, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Valérie Keller de l'INAO. Donc, l'INAO, c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité. C'est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Et cet établissement est en charge de la reconnaissance, du contrôle et du suivi de tout ce qui est signe officiel de la qualité et de l'origine. Alors sur le petit kakémono qui est derrière, vous avez un petit peu un rappel de tous les signes officiels de qualité avec leur définition et puis quelques éléments sur les chiffres. Donc on m'a demandé de faire une rapide présentation. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on a du mal à faire rapide sur ce genre de sujet. Donc, on me coupera sans doute la chic avant la fin. Voilà, donc je voulais vous parler tout d'abord donc qu'est-ce que c'est qu'un signe officiel de la qualité et de l'origine. Puis ensuite, l'INAO, comment il intervient au niveau national et puis au niveau sud-est. Puis plus particulièrement, donc un zoom sur les signes de qualité donc en PACA, combien sont-ils, quels types de produits sont déjà reconnus et quels projets sont actuellement à l'étude. Voilà. Donc au niveau des signes officiels de la qualité et de l'origine, donc vous les avez tous ici. Donc c'est la réglementation qui définit quels sont ces signes. Donc, nous avons déjà deux types de produits, deux types de signes. Donc, c'est l'appellation d'origine, donc contrôlée ou protégée, et l'indication géographique protégée, donc les deux premiers logos. Donc, ces logos identifient des produits qui sont liés à une origine géographique. Donc, ce n'est pas seulement que ce produit est originaire d'une zone géographique délimitée, mais c'est aussi que, étant originaire de cette zone, il en tire des particularités. Donc une réputation, une histoire de ce produit avec une réputation, des caractéristiques spécifiques du produit, des savoir-faire traditionnels d'une région ou d'une petite zone. Voilà, tout ça permet donc de définir ces produits et donc de les reconnaître ensuite sous le logo, donc appellation d'origine ou indication géographique protégée. Ce qu'il faut savoir, c'est une fois que ces produits sont reconnus et enregistrés, donc il y a une protection du nom. Donc, par exemple, pour l'huile d'olive de Nyons, il n'y a que l'huile d'olive qui vient de la zone définie dans le cahier des charges et qui respecte donc les savoir-faire locaux et qui a des caractéristiques particulières. Il n'y a que cette huile d'olive qui peut s'appeler huile d'olive de Nyons. Voilà. Ou alors Brousse du Rove, qui est une appellation qui a été reconnue récemment, donc avec un territoire particulier, une race de chèvre particulière, un savoir-faire des producteurs fermiers. Et donc, cette démarche de terroir est ensuite reconnue sous l'appellation d'origine, donc protégée au niveau européen, et c'est le nom qui est protégé, qui est réservé donc à cette filière. Donc effectivement, comme la table ronde parle plus des produits de terroir, on va plus être dans le cadre des deux premiers produits, donc deux types de signes qui identifient des produits liés à une origine géographique. Donc il y a effectivement deux signes, puisque pour l'appellation d'origine protégée,
toutes les étapes de la production de la matière première à la transformation doivent se faire dans une seule aire géographique. Alors que pour l'IGP, il peut y avoir des produits transformés dont les matières premières proviennent de l'extérieur, ou bien il peut y avoir aussi des produits de réputation plus récente, ou voilà, c'est ce type de produit qu'on va retrouver plus en IGP. Actuellement, en PACA, on a par exemple le miel de Provence qui est en IGP. On a aussi différents autres produits qu'on va voir par la suite. Donc, au niveau des signes officiels de qualité, il y a un produit qui est très peu utilisé en France, enfin un signe qui est très peu utilisé en France, c'est la spécialité traditionnelle garantie, puisque là, il s'agit d'un signe qui permet de protéger une recette, mais sans attache géographique. Pour un exemple, par exemple, la pizza napolitaine est en STG, mais c'est-à-dire que tous les opérateurs de toute l'Europe peuvent utiliser cette recette et mettre le logo STG. Donc au niveau français, les filières sont peu intéressées par ce type de démarche. On a juste un signe qui est reconnu en STG, c'est la moule de Bouchot. Voilà. Et bien sûr, donc, vous avez un signe d'identification de la qualité qui est national, le label rouge. Donc là, ça identifie un produit de qualité supérieure par rapport aux produits de même catégorie présents sur le marché. Donc c'est un signe qui est purement national, qui n'est pas lié à une zone géographique. Il y a un tronc commun des cahiers des charges qui est défini au niveau national, puis ensuite chaque filière définit des conditions spécifiques. On le connaît beaucoup sur la viande, les volailles, voilà, on le rencontre beaucoup là-dessus. Et bien sûr l'agriculture biologique, mais j'imagine que faisant partie du salon, vous avez déjà toutes les informations sur l'agriculture biologique. Donc je passe. Donc signe officiel, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout d'abord qu'il y a une implication des pouvoirs publics à toutes les étapes de la reconnaissance jusqu'au suivi du produit. Donc la reconnaissance du produit, la définition, le vote sur le cahier des charges, l'homologation du cahier des charges, la définition du système de contrôle, le suivi du produit, tout ça, c'est sous la responsabilité des pouvoirs publics, donc ministère de l'Agriculture et INAO essentiellement. Mais il y a aussi les services des fraudes qui interviennent, les douanes, voilà, d'autres personnes. Et donc, par exemple, quand il y a définition de cahier des charges pour un produit, donc ce cahier des charges est publié au journal officiel et accessible sur le site internet de l'Institut. Donc c'est quelque chose, une démarche qui est publique. Signe officiel, ça veut dire aussi démarche collective, sauf pour l'agriculture biologique, qui est une démarche plutôt individuelle. Mais ça, je pense que Olivier va plus approfondir ces éléments. Et puis, donc, des conditions de production définies et connues, et des contrôles donc, par des organismes indépendants, donc organismes certificateurs. Donc tout cela apporte une certaine garantie aux consommateurs, une lisibilité du système. Alors, comme on est dans un atelier sur les produits de terroir, je voulais porter à votre connaissance qu'il existe une définition du terme terroir. Parce qu'effectivement, c'est un terme qui est utilisé assez largement. Donc, mais depuis 2005, il y a une définition qui a été mise en place par l'INAO et l'INRA sur le terroir et qui indique bien que dans cette notion de terroir, ce n'est pas juste le sol et une zone géographique. Il y a bien interaction dans cette notion de terroir entre les facteurs humains, c'est-à-dire les savoir-faire, les techniques de production ou de transformation qui sont particulières à une zone, le milieu naturel, donc ça peut être différents facteurs suivant le type de produit, et les spécificités, la typicité du produit. Je me permets de dire que cette définition en plus a été valorisée au sein de l'UNESCO, puisque avec l'association Planète Terroir, il y a eu une reconnaissance internationale pour que justement ce mot terroir essaye au maximum, même si c'est très compliqué, dans tous les cas d'avoir un cadre éthique à peu près commun à tous les pays. Voilà. Si on peut maintenant rentrer en PACA. Quelques mots sur le fait qu'effectivement ces signes de qualité, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est aussi quand même quelque chose de très intéressant à la fois pour les opérateurs des filières, les consommateurs et les territoires, puisque là je vais pas vous détailler tout, hein, bien sûr, puisque M. Barrault va me couper la chic. Donc pour les opérateurs, effectivement, c'est au départ une volonté d'avoir une valeur ajoutée, un revenu supplémentaire, mais aussi une reconnaissance de leur savoir-faire ou de la spécificité de leurs produits. Ça permet aussi une reconnaissance de leurs produits sur le marché par les consommateurs. Voilà, et au niveau des territoires et des citoyens de la région, par exemple, l'intérêt, c'est par exemple le maintien de certaines races locales, de certaines variétés spécifiques. Dans les races locales, par exemple, il y a la chèvre du Rove qui est en photo là-dessus, donc dans la brousse du Rove, il y a le petit épeautre. Ces variétés qui sont un petit peu une part du patrimoine local sont conservées grâce à ce type de démarche. Alors, quelques chiffres, mais ça c'est au niveau national.
les signes de qualité, ce n'est pas que du folklore, c'est un poids économique très important, hein, puisqu'on a plus de 1100 produits qui sont reconnus sous signe de qualité, et ça représente un chiffre d'affaires à la première commercialisation d'environ 30 milliards d'euros. Voilà. Après, effectivement, ce chiffre d'affaires est essentiellement composé par les produits viticoles et les eaux de vie, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de produits qui sont représentés. Et ça concerne actuellement une exploitation agricole sur 4 en France. Au niveau de l'INAO, donc, je vous ai déjà dit quel type d'établissement on est. Donc, un point quand même assez particulier à souligner, c'est qu'au niveau de l'Institut, donc, il y a une double gouvernance. Il y a à la fois intervention des pouvoirs publics, avec des représentants du ministère de l'Agriculture et puis les services de l'Institut, qui est composé d'agents de la fonction publique, et une gouvernance par les représentants professionnels, puisque les instances décisionnelles de l'INAO, donc, dont fait partie monsieur Nalès, donc, sont composées de représentants, enfin pour une grande partie, de représentants des filières sous signe de qualité. Et ce sont ces représentants de filières qui votent pour les nouvelles accessions de signes et qui votent sur les doctrines générales sur les signes de qualité. Voilà. Avec des représentants de l'administration et des représentants d'instituts techniques et de recherche. Voilà, au niveau des services, voilà un petit peu la carte de France des différentes délégations territoriales de l'Institut. Au niveau de la délégation sud-est, que vous voyez là, donc vous voyez qu'il y a 4 implantations de l'Institut, donc à Valence, Avignon, La Valette du Var et Bastia, puisqu'on intervient sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Corse. Donc voilà. Au niveau de la mission de l'Institut, j'en ai déjà parlé, donc c'est sur la reconnaissance des nouveaux signes. On a aussi un rôle pour accompagner les demandeurs qui ont des projets, donc les aider à aiguiller leurs projets pour choisir le signe de qualité, par exemple, construire le cahier des charges, etc. On a aussi un rôle on est l'autorité compétente du système de contrôle des signes de qualité. On fait un suivi des signes de qualité, donc puisqu'on récolte les données de production annuelle, puis un suivi du système de contrôle. Il y a aussi un rôle de promotion, d'information sur ces éléments, de protection des signes de qualité. C'est très important puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est en appellation d'origine ou en indication géographique protégée, on réserve un nom. Donc on a un rôle dans la protection de ces noms sur les marchés au niveau national et au niveau international. Alors je passe rapidement car je vois que je passe trop de temps. Donc, j'arrive donc au signe officiel de qualité de l'origine en région PACA. Là, il y a une petite carte que la DRAF a faite, s'appuyant sur le recensement général agricole de 2010, mais bon, ça donne quand même un élément, c'est la répartition du nombre d'exploitations ayant un produit sous signe de qualité. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une bonne répartition, même si c'est concentré quand même pour la partie ouest de la région. Alors, combien de signes de qualité on peut trouver en PACA? Alors déjà, je vous explique que pour trouver ce nombre, ce que l'on fait généralement, c'est qu'on prend en compte tous les signes de qualité qui ont leur aire géographique en PACA, bien sûr, et ceux qui ont au moins 19%, enfin une vingtaine de pourcents de leurs opérateurs dans la région. On ne prend pas ceux qui ont un opérateur seulement dans la région, ça permet quand même d'avoir des produits qui sont représentatifs de cette région. Voilà. Donc là, il y a 59 AOP et IGP en région PACA, donc ce qui est quand même assez important. Donc effectivement, il y a une présence importante d'AOP et d'IGP viticoles qui sont regroupés autour de 2 bassins principaux, donc la Provence et la vallée du Rhône. Donc ce qui permet de regrouper 22 d'appellations viticoles et 11 IGP viticoles. Donc je vais un petit peu en parler par la suite. Au niveau des appellations oléicoles, la région PACA, c'est celle qui a le plus d'appellations sur les produits oléicoles, donc olives de bouche et huile d'olive, puisque sinon il y a juste une appellation en Occitanie puis en Corse. Et il y a d'autres productions très variées et qui sont généralement identitaires de la Provence et de la région PACA, qui sont aussi identifiées sous ces signes de qualité. Des fromages de chèvre, des fruits, des céréales, du miel, l'huile essentielle, herbes aromatiques et viande d'agneau et de taureau. Voilà, c'est quand même ce qui est actuellement reconnu sous signe officiel de qualité. C'est des produits quand même vraiment bien identitaires de la région. Donc on m'a demandé de fournir quelques chiffres. Malheureusement, on n'a pas un observatoire actuellement sur les signes économiques, sur les signes de qualité dans la région PACA, qui permettrait de sortir facilement ces chiffres. Donc je vous ai mis ce qu'on pouvait dire. Je vous ai dit qu'au niveau national, il y avait une exploitation sur 4 qui était engagée en signe de qualité.
En région PACA, donc selon les données du RGA 2010 toujours, c'est 40% environ des exploitations qui produisent sous signe de qualité. Il faut un petit peu nuancer ce chiffre puisque c'est les signes de qualité au sens large dans le recensement général. Donc ce n'est pas seulement AOP, IGP, label rouge tels que je vous les ai mentionnés. Il y a aussi d'autres démarches qualité qui ont été intégrées. Voilà. Mais on peut dire quand même qu'il y a une représentation très importante des signes de qualité au niveau des exploitations. Au niveau des appellations viticoles, donc AOP et IGP, donc ça concernait en 2010 7900 exploitations quand même, et 1500 pour les autres AOP et IGP, et 300 exploitations à label rouge. C'est un signe qui est moins représenté quand même dans la région, même si on va le voir, il y a quand même une variété de produits. Au niveau des volumes, c'est des choses très importantes quand même au niveau des vins, puisqu'il y a 2,9 millions d'hectos produits en appellation et 1,3 pour les vins IGP. Pour les produits oléicoles, effectivement, c'est assez variable d'une année sur l'autre, donc j'ai mis des chiffres assez larges. Voilà. Et quel chiffre d'affaires? Bon, malheureusement, je n'ai pas le chiffre d'affaires des signes de qualité pour la région. Pour l'instant, je ne veux pas obtenir ce chiffre. J'ai simplement un chiffre d'affaires évalué donc, en 2016 pour tous les secteurs hors viticulture. Donc, effectivement, c'est le petit morceau de l'iceberg. Donc, c'est 100 millions d'euros à peu près à la première mise en commercialisation. Donc voilà quelques chiffres. Quel type de produit? Donc là, vous avez la carte en fait des appellations, des AOP et des IGP viticoles de la région. Donc avec, enfin c'est surtout les AOP plutôt. Enfin en IGP, il y a tout qui est grisé, donc assuré, voilà. Donc, effectivement, il y a deux pôles, les appellations de Provence et les appellations Vallée du Rhône. Donc là, je vous ai mis la liste des appellations viticoles. Au niveau provençal, les appellations régionales, et puis ensuite les appellations de taille plus petite, comme Bandol, Belley, Cassis, les Baux-de-Provence, Palette, Coteau-d'Aix. Et puis en Vallée du Rhône, donc les appellations régionales, donc Côte-du-Rhône et Côte-du-Rhône Village. Mais après, il y a aussi les crus, hein, donc ils sont assez nombreux dans tout le Vaucluse. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau viticole, il y a aussi des IGP viticoles qui sont généralement de plus grandes zones comme l'IGP Méditerranée, mais il y a aussi des IGP de départements comme Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, ou de petits territoires comme Alpilles, Montcaume, Morre. Voilà. On a quand même une représentation très importante de la viticulture au niveau des signes de qualité en PACA. Au niveau des produits oléicoles, donc je vous ai dit qu'il y en avait 11, des olives de table, des huiles d'olive, mais aussi une pâte d'olive, la pâte d'olive de Nice. Donc là, vous avez la carte des appellations françaises pour les huiles d'olive. Et donc, vous pouvez voir qu'effectivement, quand même, la région PACA regroupe une grande densité d'appellations en huile d'olive, puisqu'il y a simplement les huiles d'olive de Corse, et puis les huiles d'olive de Nîmes qui sont à l'extérieur de la région. Et l'appellation Nyons qui est au nord, là, qui est à cheval sur la Drôme et le Vaucluse. Voilà. Mais elle apparaît dans la liste des produits PACA puisqu'il y a plus de 19% des producteurs qui sont quand même établis dans la région. Donc c'est quand même une production assez importante. Voilà. Au niveau de la filière fruits, légumes et céréales, donc on a 7 AOP-IGP et 2 labels rouges. Donc avec en AOP, bien sûr, la figue de Soliès et le muscat du Ventoux. Et en IGP, donc une IGP qui est assez récente, le citron de Menton. Puis d'autres produits, la pomme des Alpes de Haute-Durance, le petit épeau de Haute-Provence, la farine de petit épeau de Haute-Provence, le riz de Camargue. Et on peut mentionner qu'il y a quand même 2 labels rouges qui sont produits donc avec une certaine production, enfin un certain volume au niveau de la région. Donc un label rouge sur du melon et un autre sur de la pomme. Sachant que le label rouge pomme est lié à l'IGP pomme des Alpes de Haute-Durance. Voilà un petit peu sur les fruits, légumes et céréales. Sur les produits laitiers, donc ce n'est pas une région où il y a effectivement beaucoup de produits laitiers reconnus actuellement, mais il y a quand même 2 AOP, le Banon et la Brousse du Rove qui a été reconnue très très récemment. Tous les deux donc pour du fromage de chèvre. Au niveau viande, il y a aussi quand même le taureau de Camargue qui est à cheval entre l'Occitanie et les PACA, l'agneau de Sisteron qui couvre une grande zone de montagne de la région. Et on peut mentionner aussi des labels rouges sur de l'agneau. Donc l'agneau à label rouge est aussi produit par les mêmes opérateurs que l'agneau de Sisteron. Un label rouge sur des saucisses fraîches. Et là, ce qui n'apparaît pas ici, c'est qu'il y a aussi des producteurs de volailles sous label rouge, bien sûr, hein, dans la région.
Et quelque chose qui est particulier à cette région, donc il y a d'autres produits reconnus en AOP qui sont quand même spécifiques à la région, donc qui portent sur du miel, l'huile essentielle de lavande, des plantes aromatiques, avec donc l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence, le foin de Crau qui sont en appellation, le miel de Provence et le thym de Provence qui sont en IGP, donc le thym de Provence qui a été reconnu très récemment. Et en label rouge, on a quand même quelque chose sur les herbes de Provence, le miel de lavande et aussi à signaler une pizza cuite au feu de bois. Puisque le label rouge peut concerner des produits agroalimentaires aussi bien que des produits agricoles. Voilà, et bon, effectivement, tout ça, c'est quand même dynamique. Les appellations qui sont reconnues ont quelquefois des velléités d'évoluer sur leur cahier des charges, sur leur aire géographique. Donc, bien sûr, il y a tout cela qui existe. Et il y a des demandes de reconnaissance qui sont en cours et qui concernent les produits qui sont là. Donc, celles qui sont au-dessus, c'est celles qui sont vraiment engagées. Et en dessous, c'est des réflexions. Voilà. Donc, il y a des dossiers qui sont engagés, pour certains depuis quelque temps, sur le calisson d'Aix, le melon de Cavaillon, la cerise du Mont Ventoux. Mais il y a aussi l'abricot des Baronnies qui est à cheval sur la Drôme et le Vaucluse. Il y a une accession crue Laudin. Et puis, bien sûr, il y a des travaux sur la hiérarchisation en Côte-du-Rhône et en Provence, les produits qui veulent accéder avec des noms géographiques complémentaires ou bien au cru. Voilà. Et bien sûr, il y a des réflexions sur divers produits. Hein. On est contacté assez fréquemment par des porteurs de projets qui ont des réflexions en cours, donc sur les fleurs du Var, l'ail de Piolinque, le bleu du Queyras, voilà. Et on en passe. Voilà, donc une petite diapo quand même sur le bio, qui indique quand même que la région PACA, c'est la première région en termes de pourcentage de la SAU en bio, même si ce n'est pas la première région en nombre d'exploitation, et qu'il y a une forte dynamique de développement de cette agriculture biologique. Et puis, donc après, je vais laisser peut-être d'autres intervenants intervenir sur les perspectives. Mais bon, effectivement, on est quand même dans un territoire qui est riche en produits identitaires. Merci beaucoup, Madame Keller, de ce tour d'horizon. D'autant plus qu'on vous a prévenu, je le reconnais tardivement, pour que vous puissiez préparer ce petit exposé. En tous les cas, on mesure à vous entendre la richesse de cette diversité des signes officiels de qualité pour la région et donc du potentiel économique que ça représente. Quand j'entends que 100 millions d'euros, c'est la petite partie de l'iceberg, ça veut dire quand même qu'on parle de montants et d'enjeux importants. Alors, Monsieur Nalès, vous le vivez ça au quotidien. Quel est l'enjeu là pour les signes officiels de qualité pour l'avenir sur la région sud, en fait, qui est plus PACA, hein, qui est sud, hein. Oui, il faut ça, Sud-Provence. Il faut arrêter de dire. On a un président qui voit rouge chaque fois qu'on met le sigle PACA, région sud. Bon, je vais déjà reprendre quelque chose que vous dites, mais c'est un abus de langage et pour moi, c'est le cœur même de ce que je vais essayer de faire passer comme message. C'est arrêtons de parler de signes de qualité. Nous parlons de signes d'identité. C'est-à-dire qu'avant tout, tous les signes et tout ce que vient d'expliquer. Alors, c'est vrai que la dénomination officielle, signe officiel, alors en plus, c'est là où on voit quand les noms sont trop longs, c'est signe officiel de la qualité de l'origine. On ne dit jamais origine. On parle que des signes officiels de qualité. Et ça me fait bondir parce que le cœur et la force du système que nous avons, que nous, quand je dis nous, les agriculteurs avons créé il y a maintenant plus de 70 ans, puisque je vous rappelle que tout ça vient, alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire depuis la révolte de Champagne en 1912, mais on n'en est pas loin. Ce qu'a fait derrière, bien sûr, quelqu'un que nous connaissons tous ici, qui est le baron Leroy, qui a participé à la naissance de l'INAO, et puis surtout un homme qu'on connaît moins parce qu'il était du Bordelais, qui s'appelle Alfred Capu, qui était le sénateur Capu, qui était le sénateur de Gironde, qui est celui qui a porté la loi de naissance de l'INAO. Donc c'est quelque chose que les hommes agriculteurs ont créé, d'où d'ailleurs la dualité et la complémentarité de gouvernance dont parlait Valérie tout à l'heure, entre les professionnels qui ont le fin mot sur les cahiers des charges, accompagnés de l'administration et des agents de l'Institut qui partagent avec nous cet ADN et je dirais que ça fait 70 ans que ça fonctionne bien. Donc je reviens sur cette notion d'identité. La force de tous nos signes, c'est à un moment donné, il ne faut pas se cacher, notre problème c'est quoi? C'est de garder la valeur ajoutée sur un territoire. C'est ça le fond du sujet. Hein, le cœur de notre démarche, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, un produit, quel qu'il soit, transformé ou pas transformé, une matière première,
à un moment donné, quand elle tire de son lieu de production son identité, et je dis bien, je réinsiste sur le mot identité, qu'elle tire de son lieu de production son identité, ben, le système français, puis aujourd'hui européen, nous permet de protéger les détournements de notoriété qu'il pourrait y avoir. C'est vraiment ça. Alors le Viti, bien évidemment, l'a démontré fortement depuis 70 ans. C'est peut-être aussi pour ça que c'est une des filières, je ne dirais pas qui se porte le mieux, mais qui se porte le moins mal en agriculture. Vous savez que bon, j'ai fait partie de ceux qui l'ont porté sur le secteur oléicole parce que c'était vraiment comment expliquer à un consommateur qu'on lui vend une huile d'olive vierge extra 5 fois plus cher que les huiles d'olive qu'il a l'habitude d'acheter. C'est un exemple type de ce que l'on peut créer dans l'identification de la valeur. C'est-à-dire que c'est vrai que le consommateur, il achète une huile d'olive vierge extra quand il va à Baume de Venise, quand il va dans les Baux, il n'achète rien d'autre. Et pourtant, au lieu de lui vendre 5 € le litre, on lui vend 25 € le litre. Pourquoi? Ben là, on va lui expliquer qu'on n'est pas meilleur. Et c'est là où le terme qualité, pour moi, est une aberration. Parce que la qualité, c'est soit un système, vous êtes en ISO, vous êtes en Global Gap, vous êtes en ce que vous voulez, en ICA ou en IFS. Vous êtes dans un système qualité qui a une mesure, des indicateurs, etc. Là, qu'est-ce qu'on dit aux consommateurs? On dit aux consommateurs, voilà, nous, ce qu'on vous garantit, ça vient d'ici, ça vient d'une zone, d'une aire géographique, ce qu'on appelle l'aire géographique. C'est produit dans de telles conditions, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vecteur porteur de la matière première. Alors ce vecteur, pourquoi je dis un vecteur? Parce que ça peut être une plante, une vigne, un olivier, un melon, mais ça peut être un animal. Hein, on parlait tout à l'heure de l'agneau de Sisteron ou du taureau de Camargue. C'est une variété. Hein, on va garantir une variété historique dans un terroir. C'est ensuite un savoir-faire de l'homme. Et c'est quelque chose sur lequel je voulais insister ce matin. Le cœur de nos signes, c'est les hommes porteurs de ce signe. S'il n'y a pas les hommes, il n'y a pas de signe. Je me désespère dans cette région d'arriver à faire naître ce qui devrait être une évidence des IGP ou des AOP, peu importe le signe qu'on utilise. On ne va pas rentrer, on n'a pas le temps ce matin de rentrer dans les nuances. Mais d'identifier, on est la première, alors on se gargarise d'être la première région productrice de fruits et légumes, ou quasiment, sur pas mal de productions. On est quasiment incapable d'identifier nos produits. Et pourquoi on est incapable d'identifier nos produits? Ce n'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est que les hommes, les producteurs, alors des fois je dis c'est qu'ils ne sont pas assez encore malades, ils ne sont pas encore assez mal, mais quand vous voyez que vous n'avez pas d'IGP tomate de Provence, vous n'avez pas d'aubergine, vous n'avez pas de courgettes, en pomme on a vaguement la Haute-Provence qui a fait un label rouge IGP, Haute-Durance, pardon, c'est pas Haute-Provence, tu as raison, Haute-Durance, bon là, l'ail de Piolin, à la limite, moi j'ai porté des signes dans d'autres régions. Quand j'y ai porté, j'ai présidé des commissions d'enquête en oignon de Roscoff, en coco de Paimpol, l'oignon doux des Cévennes, qui est une très belle réussite. On sait faire. Quand vous voyez que le melon de Cavaillon, ça fait 10 ans que le dossier, le cahier des charges, il est prêt. Il n'y a plus qu'à le monter à Bruxelles. Tout le monde est prêt. Sauf qu'on n'a pas de groupement porteur. Et ça, c'est vraiment, et si j'avais un message à faire passer ce matin, c'est vraiment que sachez qu'on sait faire, c'est un outil qui vous permet de garder la valeur ajoutée à la fois dans la production et dans la transformation, mais que dans un contexte où il y a des hommes qui ont envie de se regrouper pour le faire. Je suis un peu long. Hein. Non, merci M. Nalès de cet appel aux hommes qui sont effectivement les fondements du terroir. J'allais dire, tant à Franck qu'à vous, peut-être vous en tant qu'INAO aussi, on est quand même obligé de se coller à l'actualité. On a un nouveau ministre de l'Agriculture depuis 48 heures. Alors, est-ce que vous avez un message particulier? On a compris l'attente vis-à-vis des producteurs et vis-à-vis du ministre. Alors, je ne vais pas... On a la chance d'avoir un ministre qui vient d'arriver, à qui j'ai rien à apprendre. D'abord, beaucoup d'entre vous le connaissent parce qu'il était notre voisin en tant que président du département de la Drôme, pardon. J'allais dire du Gard. De la Drôme. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui à l'époque où il était président de ce conseil départemental. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les signes d'identité et de la qualité de l'origine,
qui connaît parfaitement le bio, puisqu'il a été un des moteurs pour en faire de la Drôme. Alors, on peut discuter sur le premier, parce que le premier, c'est mon département, c'est les Bouches-du-Rhône, mais en SAU. Mais c'est vrai, en nombre d'exploitants, c'est le premier département bio de France. Donc, je crois qu'on a beaucoup de chance. J'espère qu'il aura les moyens. Après, on sait tous qu'un ministre n'a pas forcément les moyens de faire ce qu'il... Mais en tous les cas, on ne peut pas dire qu'on n'aura pas un ministre qui nous connaît, qui connaît nos signes et qui, en plus, est un convaincu de la valeur ajoutée qu'ils apportent. Merci beaucoup. On va juger sur pièce. On va lui laisser le temps alors. Franck, voilà, on mesure là quand même les enjeux. On a vu sur la diapo précédente qu'il y a beaucoup de dossiers dans les tiroirs, je vais dire, là, sur la région. J'ai vu le président de la Chambre qui passait tout à l'heure. Là, il aurait pu parler de l'ail de Piolenc. Comment le Crédit Agricole voilà, peut se positionner par rapport à ça et qu'est-ce qu'amène Terroir passionnément? Alors, tout d'abord, je voulais dire sur ta première question sur le ministre, que je connais un petit peu, on a une chance, il connaît très très bien les produits méditerranéens, donc ça pour nous, ça sera un atout. Et vous me connaissez avec mon franc-parler, je pense que des Bretons, on en a eu pas mal de ministres de l'Agriculture, donc ça va un peu nous changer et on parlera un petit peu la même langue. Voilà, oui, son regard également. Donc, sur le Crédit Agricole, c'est une qualité. Je voulais faire deux remarques sur ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, et ce que vient de positionner Olivier, et qui est très important. C'est-à-dire que tous les signes de qualité, les AOC, il faut qu'il y ait un groupe, mais il faut des leaders. C'est qu'à un moment donné, pour les mettre en place, on l'a connu par le passé, on a cité le baron Leroy, mais plus récemment, il y a des gens qui ont porté des beaux signes de qualité. Et autour d'eux, alors bien sûr, d'identité et d'origine. Et c'est vrai qu'autour d'eux, autour de ce groupe, il y avait souvent des gens qui avaient une idée, un avenir et qui avaient une vision de leurs produits, mais de leurs produits de qualité, de leur origine, mais également d'une économie derrière porteuse. Et pour arriver au but ultime, c'est d'avoir un maximum d'installations et un maximum d'entreprises dans le futur. Le Crédit Agricole, donc, s'est positionné depuis 2 ans. C'est une banque coopérative, donc je le précise, mutualiste, alors qui tire son ADN et son origine, on va parler d'origine, donc de l'agriculture. Donc à ce titre-là, mais pas qu'à ce titre-là, je le disais tout à l'heure en ouverture, aussi sur le volet économique, nous nous devions d'accompagner lorsqu'il y avait des projets qui étaient dans les tiroirs. Donc je vais revenir sur 2 projets. Donc le premier, donc, qui est, Olivier l'a cité tout à l'heure, le melon de Cavaillon. Si vous posez la question à des consommateurs, lorsque vous dites melon, il y en a 9 sur 10 qui va dire de Cavaillon. Et derrière cela, donc c'est quelque chose, c'est une marque qui est très connue, mais derrière, il n'y a aucun cahier des charges, il n'y a pas de label, il n'y a jamais rien eu de fait. Alors Olivier dit, lorsqu'on est riche, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de s'occuper des choses. Je pense qu'il a un petit peu raison. Et puis après, ce département qui a été quand même le jardin, enfin le Vaucluse, mais aussi toute la région, cette région qui était le jardin de la France depuis des années, notamment l'après-guerre, eh bien on a vu sortir d'énormément de signes de qualité, et malheureusement très peu dans les fruits et légumes. Alors lorsqu'on a eu ce le Crédit Agricole a dit, bien, on va le suivre, parce que malgré tout, il faut des hommes, mais il faut un petit peu de moyens. Et vous savez que c'est quand même l'INAO est à parité, alors bien entendu subventionné par l'État français, organisme d'État, mais également par des producteurs. Il faut savoir que lorsqu'on crée un cahier des charges, il y a des cotisations, et donc tous ces producteurs-là se mettent un cahier des charges, c'est-à-dire des normes et des contrôles supérieurs au commun des autres producteurs. Donc cela, il faut le financer. Et donc le Crédit Agricole, par Terroir passionnément, veut suivre tous ces produits et tous ces élans, j'allais dire, et toutes ces créations qui devraient voir le jour dans les prochaines années. Alors je citerai également donc l'amande, donc toute la filière amande, où là aussi le Crédit Agricole avec les partenaires existants, mais, entre guillemets, donne du sens à son résultat. Simplement, je voudrais, avant de reprendre l'exemple du Ventoux, dire que notre banque coopérative veut donner du sens aux résultats. Chaque année, ce n'est pas un secret ici, hein, vous les aurez, c'est à peu près 90 millions de résultats. La Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes-Provence, 1%, et donc dirigé, ça fait 900 000 euros.
demain sur des thèmes comme le terroir passionnément et notamment ces thèmes de qualité. Donc on est prêt à les accompagner. Aujourd'hui, il nous faut les hommes pour porter ces projets-là. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui, celui du Crédit Agricole. Merci beaucoup Franck. Alors il y a les messages et il y a les actions. Et dans les actions, on aurait pu parler de Serre-Ponçon, on aurait pu parler du melon de Pernes, les fontaines de la fête du melon, où Marilyn œuvre avec Terroir passionnément et on fêtera les 20 ans le 14 juillet prochain de la fête du melon. On aurait pu parler un petit peu des calanques, où c'est en cours aussi avec Bernard Rouxel. Mais bon, l'action qui a été un peu emblématique cet automne, ça a été donc le festival Ventoux Saveur. Alors nous avons et le directeur et la représentante de la Chambre d'agriculture et de la mairie de Venasse qui a donc signé le partenariat entre le Crédit Agricole et le syndicat mixte. Donc est-ce que vous pouvez nous dire voilà, concrètement qu'est-ce que ça a amené ce partenariat et quel est le plus que ça a amené Terroir passionnément? Bonjour à toutes et à tous. Donc, en tant que directeur du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, je me félicite d'être ici et merci à Franck de nous avoir invités autour de cette table pour témoigner très fortement de l'implication du Crédit Agricole à nos côtés dans le cadre du festival Ventoux Saveur. Cela fait 10 ans avec mon chargé de communication Vincent Thoman que nous menions cette opération. Mais cette année, ça a eu un impact particulier. La présence du Crédit Agricole sur toutes les prestations, sur la majorité des prestations que nous avons faites dans le cadre du festival Ventoux Saveur depuis la mai-septembre jusqu'à la fin octobre, a été fortement bien reçue par la population, par les agriculteurs producteurs qui étaient sur les marchés paysans que nous avons organisés. Et partout où on est allé, le Crédit Agricole a été encensé. Et ça, on ne peut que s'en féliciter parce que c'est le deuxième partenariat que nous avons public-privé au sein de la structure. Le premier a été avec l'association organisatrice du Tour de France, qui est venue nous aider dans la séquestration des gaz à effet de serre dans les forêts. Et puis, cette année, par la rencontre, j'ai retenu deux mots dans les propos de M. Nalès, c'était les hommes et l'identité. Les hommes, ça a été une rencontre tout à fait fortuite entre mon président et Franck Alexandre. Et puis c'est redescendu en plus fine sur le directeur que je suis et puis toute l'équipe qui est autour de moi et particulièrement mon chargé de communication. Et l'identité, monsieur Nalès, ça me tient chaud au cœur parce que l'identité d'un produit, il y a la traçabilité du produit, on sait d'où il vient, on sait de la propriété exacte d'où il vient. Et ça, je pense que pour les consommateurs d'aujourd'hui, en analysant le bien fondé de bien manger, de bien se restaurer, par rapport aux décennies passées, je pense que c'est primordial pour la jeunesse future de nos territoires. Nous, au syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, mais je ne voudrais pas couper l'herbe sous le pied de mon élu qui est à côté de moi, notre volonté au travers de ce festival, comme dans toutes les missions que nous menons, c'est de valoriser et de promouvoir les produits du terroir. Des terroirs, parce que sur le territoire du Ventoux, il y a plusieurs terroirs. Et donc, nous retrouvons l'identité au fur et à mesure de nos déplacements, que ce soit du côté de Vaison-la-Romaine, de Velleron, ou du plateau de Sceaux, ou du côté de Malocène ou Bédouin. Ensuite, au niveau du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, on essaie, autant que faire se peut, au travers d'un grand projet de territoire, de vouloir encore plus promouvoir les produits du terroir, développer le monde agricole. Et ce projet, c'est le projet de parc naturel régional du Mont Ventoux, où là, je pense que vis-à-vis des gens qui habitent sur le territoire, vis-à-vis des gens qui viennent en vacances et surtout des étrangers qui sont très sensibles à la démarche parc et l'identité territoriale, je pense que le territoire du Ventoux a tout à y gagner. Merci, monsieur le directeur. Madame Lambertin, je suis obligé de vous poser la question puisque là, on est en plein dans le dossier du parc. Alors, bon, c'est un secret de polichinelle, tout le monde voilà, maintenant l'attend pour 2020. Est-ce que vous avez du nouveau sur ce point-là? Et deuxième question, plus en lien peut-être avec la table ronde et les signes officiels de qualité aujourd'hui qui nous rassemblent. On se pose, on est plusieurs, là, moi je fais beaucoup le festival de Ventoux en ce moment, à réfléchir pour voir comment on va pouvoir additionner la marque Ventoux avec les AOP. Voilà. Est-ce que c'est une superposition de signes officiels et de marques ou comment ça va se gérer ça? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais si vous avez déjà des pistes là-dessus, moi je suis preneur en tous les cas. Ben, en tous les cas, je vous remercie de vos deux questions qui sont très agréables et qui ne sont pas les plus simples.
Moi, juste, je voulais revenir sur Ventoux, du festival Ventoux Saveurs, parce que ce n'est pas une simple fête. C'est-à-dire que vous n'avez pas donné, vous nous avez pas aidé financièrement pour une simple fête du champignon, fête de l'élevage. Vous nous avez aidé pour une animation de territoire quand même du 21 septembre au 28 octobre. Avec une multitude d'animations. Vous avez des producteurs, des artisans, des chefs cuisiniers. Tout le monde s'est mis la main à la pâte pour pouvoir accompagner les produits, aussi bien au niveau des productions agricoles que de l'environnement, que de la culture, le tourisme. En fait, c'est une symbiose de tous ces partenaires-là que Ventoux Festival met en valeur. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Vous avez, par exemple, par rapport aux signes de qualité, vous avez les agriculteurs qui font énormément de travail sur leur exploitation. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour valoriser tout leur travail et montrer aux consommateurs que le produit est de qualité, qu'on fait attention à leur santé. Si on reste tout simplement sur nos exploitations et qu'on amène à notre SICA notre grappe de raisin, il n'y a personne qui le sait forcément. Par contre, au travers de Ventoux Saveurs, on ouvre nos portes, les gens viennent, on leur explique tout le travail qui est fait, qu'il y a un cahier des charges, qu'il y a des contrôles, qu'il n'y a pas n'importe quelle grappe qui peut rentrer dans ce cahier des charges-là. Et ça, montrer vraiment le travail des agriculteurs et le travail de terrain, je pense que c'est vraiment important. Et en plus de ça, l'associer à l'environnement, la culture, le tourisme, on a tout à gagner. Et la biodiversité, bien entendu. Et tout cela peut se faire aussi parce que vous avez des aides de la région, de l'Europe, du département et puis des collectivités territoriales. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout cela ne peut pas se faire s'il n'y avait pas de projet de parc. Voilà, et ça c'est clair. Alors, il y a quelques mois, notre président de région a clairement dit qu'il souhaitait qu'il y ait un parc naturel régional du Ventoux qui se fasse. Et je dirais que le monde de l'agriculture s'est dit on ne veut pas rester en rade et on veut être partie prenante et on veut être des acteurs de ce projet-là. Et ça me paraît vraiment très très important que ce soit nous qui donnions nos directives et qui nous occupons pour dire qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire. Donc le parc, s'il se fait, il pourra bénéficier des signes officiels de qualité qui sont déjà là. Les acteurs, les agriculteurs, les hommes qui ont fait ces signes de qualité n'ont pas attendu le parc pour avoir ces signes de qualité. Ils ont organisé leur exploitation, ils ont organisé toute leur commercialisation par rapport à ça. Mais le parc, pour être un parc d'excellence, on a quand même un grand nombre de signes de qualité qui sont dans le territoire du Ventoux. Et ça, je pense que ça pourrait être, ça ne sera pas du tout, ça sera complètement en adéquation et ça sera je dirais, la cerise sur le gâteau par rapport la cerise du Ventoux. Oui, par exemple, par rapport au projet de parc. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était la date. La date de création officielle du parc. Normalement, c'est le début 2020. Le rendez-vous est pris. Alors, juste pour compléter, vous allez, Vincent qui est là-bas, qui suit au quotidien cette histoire de Ventoux Saveurs, pourra vous distribuer des plaquettes de présentation du festival. Je vous invite vraiment à y venir. Sur le lien entre produits, territoire, hommes, c'est un événement assez fabuleux, avec beaucoup de monde. Et donc, venez participer, acheter, j'allais dire. C'est ça qui est essentiel. Voilà. Vous voulez rajouter, Madame Lambert? Juste une chose, c'est que pour moi et pour beaucoup, un signe de qualité, c'est un contrat entre le consommateur et les producteurs. Je trouve qu'aujourd'hui, les générations se disaient, il y a quelque temps, par rapport à tout ce qu'ils mangeaient, leur priorité, c'était leur santé et leur alimentation. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que carrément, il y a eu un autre cap qui a été passé, ça a été les jeunes aujourd'hui, ce qui leur importe, c'est préserver l'environnement. Donc on a passé un cap au-dessus et je pense qu'au travers des signes de qualité, il va falloir vraiment communiquer là-dessus parce que ça me paraît vraiment très très important aussi pour toucher les jeunes générations. Je me dois aussi juste sur ce point-là de citer Florence Muth qui est là, qui est un peu discrète, voilà, mais qui a été à la manœuvre. Qui a été à la manœuvre sur ce dossier, voilà, qui est une belle réussite. Merci Florence d'avoir fait tout ça. Alors Monsieur Nalès, il boue là, il veut dire quelque chose. Allez-y. Je voulais répondre à votre deuxième question qui était sur le parc. La notion de marque. C'est vrai qu'on se mélange un petit peu, que c'est assez compliqué à expliquer. Le consommateur, on ne va pas lui expliquer tout ça. Mais
les signes d'identité, que ce soit les AOP ou les IGP, vont signer un produit à travers, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, un territoire, un savoir-faire, un cahier des charges, un plan de contrôle, c'est-à-dire donc un ensemble de garanties, comme le disait Georges, qui amène le consommateur à avoir confiance dans ce produit. La notion de signature de marque et un parc régional, on a eu de gros échanges avec la Fédération des parcs, qui, donc, je vous rappelle, était présidée par un Vauclusien il n'y a pas si longtemps, puisque c'était Jean-Louis Joseph qui était le président de l'Association des parcs régionaux de France. La signature d'un parc, c'est justement amener à la valorisation de l'ensemble de ce qui se passe sur le territoire. C'est-à-dire qu'on sort de l'identité du produit pour l'identité de ce territoire. Hein, souvent, je fais des nuances entre le mot terroir et le mot territoire. Un terroir, on est d'un terroir, on vit sur un territoire. Et l'idée des parcs, qu'ils soient de Camargue, qu'ils soient du Luberon ou demain du Ventoux, c'est véritablement de fédérer dans la communication, et c'est l'exemple type de ce festival, de fédérer dans la communication l'ensemble des identités, hein, puisque la richesse d'un territoire, c'est la multiplicité de ses identités, et c'est à partir de là que, justement, on peut, et l'importance d'un parc régional, c'est d'aider au financement et à regrouper toutes ces identités. Rassembler les dynamiques. Alors les dynamiques, j'ai vu juste le président de la Chambre, André Bernard, je ne vais pas le présenter ici, qui passait. Alors je lui ai dit, mais quand même, la technique n'est pas contente parce qu'il me dit, je suis hors champ, mais c'est pas grave. Hein. Il vaut mieux que ce soit le président de la Chambre qui soit dans le champ plutôt que moi. Et donc, alors je ne sais pas si je pose la question au président de la Chambre ou au président, enfin au responsable, au paysan qui veut se lancer dans l'IGP Piolenc. Et pourquoi il veut le faire? Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de faire très court. D'abord, je dois vous remercier d'avoir choisi Medagri pour tenir cette conférence. Remercier tous les intervenants parce qu'effectivement, si l'agriculture avance, c'est parce qu'il y a des gens dynamiques et qu'on sait à un certain moment les regrouper sous la même bannière. Et le Crédit Agricole nous aide dans cette bannière-là. Le producteur que je suis effectivement un producteur d'ail, c'est mes fils qui sont à la manœuvre aujourd'hui, puisque moi, bon, je suis presque à la retraite aujourd'hui, donc ils m'envoient me promener un peu à côté, donc je fais autre chose. Même si je garde les pieds sur la terre tous les matins. Effectivement, je crois que si on veut gagner dans la compétitivité, dans des parts de marché, sur un certain nombre de produits, c'est bien par l'élévation, par des signes de qualité qu'on va aller chercher plus de valeur ajoutée pour le ramener au bénéfice de nos territoires. Donc oui, je suis acteur par mes fils, par l'exploitation, dans cette démarche-là. Je suis aussi, en tant que responsable de la Chambre d'agriculture, très intéressé, qui permet une meilleure dynamique, une meilleure revalorisation des produits de nos territoires, et que je crois que au sein de Medagri, où j'ai le plaisir de vous accueillir, c'est qu'on a voulu mettre cette manifestation pour montrer justement toutes les initiatives, les idées, les capacités, l'énergie qui existent pour en faire un événement fort, pour rassembler tout ça et pour aller encore plus loin demain, pour qu'effectivement ce territoire qui nous est cher à tous, cette agriculture qui nous anime tous, cette volonté d'avancer, on puisse en retirer fruit à terme. Alors, merci à Franck d'être partenaire en tant que Crédit Agricole de cette manifestation. Merci d'avoir organisé cette conférence ici. Et je dois dire que pour être passé à plusieurs fois sur cette table, ici sur cette estrade, pardon, où avoir participé, je crois que c'est la manifestation où je vois le plus de monde. Comme quoi le Crédit Agricole, une fois de plus, c'est rassembler beaucoup de monde derrière les produits de qualité qui font quand même le plaisir de la table et qui nous permettent aussi le revenu. Et je terminerai mon propos par effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure à la conférence où j'étais. Nous avons aujourd'hui 3 défis à relever. Le défi de l'adaptation au changement climatique avec tous les impacts que ça peut avoir sur nos pratiques sur nos territoires. Nous avons le défi à relever de répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs. Et nous avons le 3e défi, c'est de relever le défi, de ramener un revenu correct et durable pour que les agriculteurs puissent avancer, pour qu'on puisse installer les jeunes et ceux qui ont travaillé toute leur vie à une retraite décente. Voilà les 3 défis auxquels je me suis attelé. Nous nous attelons tous et c'est tous ensemble que nous gagnerons. Ce n'est pas chacun dans son camp. Merci. Merci André de ce crochet et de ces défis à relever. Oui, alors, bien sûr, déjà, je peux vous dire que dans 2 ans, nous serons là. Et je compte sur vous tous et tous ceux qui ont prévu de venir, de nous rejoindre pour que Medagri, Avignon, la Provence,
on est notre place au niveau des interventions au niveau national et international. Parce que tout ce qui se passe dans les régions de France, moi qui ai la chance de croiser d'autres responsables de régions de France, toutes les régions ont une manifestation de ce style-là pour mettre en avant ce qui se fait tous les jours dans les fermes, dans les stations, dans le conditionnement, dans la vente, dans la transformation et dans l'accompagnement. Il faut que l'on soit ensemble et que l'on montre haut et fort que la Provence, ce n'est pas uniquement un territoire où on vient passer quelques jours de vacances et quelques spectacles au Festival d'Avignon et ailleurs. Non, c'est une région qui produit des produits d'excellente qualité et qui ne dépend pas des aides et qui veut avancer très vite. Merci. Merci André. Donc rendez-vous dans 2 ans. Peut-être le Crédit Agricole y sera, Franck, non? C'est possible? Écoutez, vu la question, on est obligé de dire oui. Hein. Après, on verra à quel titre et à quel montant. À quel montant. Donc, je vois le directeur de la Chambre qui me regarde, qui est en train de prendre des notes, il est en train de m'enregistrer. Donc, non, on sera là, vous inquiétez pas, on sera toujours là et heureux d'être un de vos principaux partenaires. Simplement pour conclure, j'aimerais vous remercier parce qu'on avait des talents autour de la table, à la fois administratifs, mais également des élus engagés. Donc, merci André d'avoir pris un peu de ton temps et je sais qu'il est dans ce salon, il est précieux. Vous dire que le Crédit Agricole, c'est une équipe et que seul, on va vite, mais je pense qu'ensemble, je vois Florence, Bernard, Marilyn qui sont là et toute l'équipe du Crédit Agricole, je pense qu'on ira beaucoup plus loin et heureux de faire partie de ces gens qui peuvent vous aider parce que c'est vous qui êtes à la manette et je peux vous dire que vous pouvez compter sur le Crédit Agricole qui est la seule banque, je le dis pour conclure, qui va rester en milieu rural et qui ne ferme pas d'agence en milieu rural. Voilà la conclusion et je pense qu'on va aller tous, comme l'a dit Olivier, il y a peut-être du monde parce qu'on va aller se rafraîchir maintenant, mais je pense que ce n'était pas la principale raison. La principale raison était l'enjeu des terroirs. Donc je crois, Karim, qu'on va aller à l'espace VIP et qu'on va goûter tous ces beaux terroirs et ces beaux produits du terroir. Merci à toutes en tous les cas et à tous de votre attention.